c'est parti, bon Zoom à tous. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier Zoom exclusif CDMV-EDV. Comme vous le savez, ce collectif réunit à ce jour près de 4100 membres avec pour vocation de fédérer l'ensemble de la profession, gérants, TNS, salariés, agences, TO, réceptifs, transporteurs, en somme, tous les acteurs du tourisme, quels qu'ils soient. Pour faire simple, notre mission va au-delà du partage d'informations. C'est un véritable engagement envers toute une communauté pour la sauvegarde et la pérennité de notre métier et de notre savoir-faire. Bien entendu, dès le début de la crise, nous avons compris que les professionnels allaient avoir besoin non seulement de soutien moral, mais également d'actions concrètes avec un impact quasi immédiat en accord avec leurs préoccupations. Par la création de vidéos, d'affiches de sensibilisation, de communiqués de presse, de lettres types envoyées aux élus afin d'alerter sur la réalité du terrain et de tout ce travail de décryptage de l'information et des actions du pouvoir public, nous nous mobilisons pour aider au mieux l'ensemble de nos membres. Certains médias, certes peu, n'ont pas hésité à relayer nos actions, à parler de nous et à ainsi valoriser notre profession auprès du grand public et donc de nos voyageurs. Comme France Inter nous a bien nommés, nous sommes les petits soldats du tourisme. Nous qui avons rapatrié nos voyageurs, partis en Australie ou simplement au Maroc, nous qui avons défait, refait et à nouveau défait tout notre travail depuis le début de la crise. Le collectif se positionne en complément des actions menées par les EDV auprès des institutions gouvernementales et des pouvoirs publics et également des actions de communication menées vers nos voyageurs. Ensemble et à travers cette première rencontre avec les EDV, nous nous inscrivons donc dans une dynamique commune d'aujourd'hui et de demain. Et je vais donc laisser la parole à Sonia. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce Zoom. Donc, nous ne vous présentons plus Jean-Pierre Mas et Valérie Bonnet ainsi que Corinne Palomino, trois personnages importants des entreprises du voyage qui nous ont conviés et ont souhaité entendre nos questionnements et partager avec nous les avancées actuelles et à venir pour notre futur qui est aussi le leur. Merci à eux pour l'organisation de ce Zoom. Alors, à titre d'information, aujourd'hui, nous sommes actuellement environ 170 inscrits, pas tous encore connectés, mais ça ne devrait pas tarder. Et rapidement et en détail, nous avons une répartition qui se présente comme telle, avec 60% de gérants mandataires et 40% de salariés. Quant à la répartition en fonction des réseaux, des groupements, nous avons 60% de personnes qui appartiennent à un réseau, à un regroupement d'agences de voyage et 40% qui ne le sont pas. Les préoccupations principales de ce Zoom, nous en avons relevé deux, avec une qui est remontée à environ 45%. La préoccupation principale, c'est la visibilité sur la sortie de crise. Et celle qui arrive en deuxième position, c'est la question des remboursements de la part des fournisseurs et la peur de la faillite des fournisseurs. Cette visioconférence se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, nous passerons la parole aux EDV. Ensuite, Caroline et moi-même leur adresserons les questions issues du sondage réalisé lors de votre inscription, tout ce qu'on a pu en fait relever, analyser. Pour finir, et sur le temps qu'il nous restera, nous leur ferons remonter les questions que vous pouvez nous transmettre directement via le chat à droite de votre écran, et ce, tout au long du Zoom. Le bureau du CDMV est mobilisé sur le chat pour vous répondre, et bien sûr, si nous le pouvons. Nous avons choisi aujourd'hui l'option de ne pas ouvrir les micros des membres afin que nous puissions avoir le maximum de réponses de la part des EDV dans le temps qui nous est imparti. Bonjour Monsieur Mas, bonjour Valérie, la parole est à vous. Bonjour Sonia, bonjour Jean-Charles et bonjour à tous. Je suis vraiment très content de participer à cette visio.
C'est l'occasion d'échanger avec vous, c'est l'occasion de partager avec vous, c'est surtout l'occasion de vous écouter et d'essayer de répondre à vos questions. On a essayé de présenter le CDMV comme un concurrent des entreprises du voyage. Cette question-là ne m'intéresse pas. Je pense que nous sommes complémentaires et vous êtes pour nous un aiguillon, quelque chose qui nous force à réagir, à bouger, à mieux communiquer, et j'en suis vraiment ravi. Donc, très beau boulot que vous avez fait, réunir plus de 4000 membres en quelques semaines. C'était un challenge loin d'être évident. Et puis, vous présentez par rapport à notre organisation un avantage, c'est votre diversité. Vous réunissez, comme vous l'avez dit, à la fois des patrons, des gérants, des dirigeants d'agences de voyage et des salariés de ces agences de voyage. Donc, je vous propose, pour être assez rapide, dans un premier temps, de donner la parole à Valérie qui va nous dire ce que l'on a fait, vous rappeler rapidement ce que l'on a fait et qui concerne la totalité du secteur. Et puis, je reprendrai la parole pour vous dire ce que l'on va faire, les actions que l'on est en train de mener. Valérie, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie aussi de partager ce moment avec vous. J'ai rencontré Jean-Charles il y a à peu près juste avant le confinement, au mois de février pour la première fois. On était dans un voyage professionnel et on a échangé effectivement sur le fait qu'on existait effectivement parallèlement et qu'il y avait des intérêts à échanger plus. Et moi, je lui faisais part du fait que la carence que nous avions, bien que nous sommes un syndicat patronal, c'est que l'information que les salariés des agences, les vendeurs récupèrent, eh bien, se fait essentiellement, et heureusement qu'elle existe, via la presse professionnelle, mais quasiment exclusivement, à part les données juridiques que les agences vont chercher sur notre site. Donc, la crise a eu cet effet, on va dire, bénéfique, on va dire au moins ça comme ça, de catalyser un petit peu ce besoin et du coup d'échanger avec vous et d'être là aujourd'hui sur ce qu'on a envie de vous faire passer aussi aux agences, aux patrons et aux collaborateurs, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment qui concernent tout le monde et on est tous dans le même... sur le même chemin, je n'ai pas envie de dire dans la même galère, mais j'aimerais bien que ça s'arrête en effet, parce que je crois qu'on peut tous le dire, on est assez occupés ou à demander. On a l'impression qu'on est des mendiants un petit peu, hein, parce que ce que je vais vous raconter derrière, j'ai vraiment l'impression de tendre la main, mais en fait, on est légitime à le faire. Donc, voilà. On va dire qu'on va chercher ce dont on a besoin. La première chose que j'ai envie de dire, et je vais aborder très concrètement ce qu'on a obtenu, ce qu'on vient d'obtenir et ce qu'on a obtenu avant, c'est qu'on est un secteur porteur, on est un secteur identifié comme étant un secteur en devenir. Donc, l'idée de tout ce qu'on a demandé et de ce qu'on demande pour la suite, c'est d'accompagner pendant la crise et au moment de la sortie de crise. Donc, il s'agit d'avoir des mesures d'accompagnement et le tout est d'avoir le contenu de ces mesures et également la rapidité, l'adéquation avec les besoins. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on a avec le président des entreprises du voyage, Jean-Pierre Masse, et puis les administrateurs, c'est de demander, d'obtenir et que les choses s'appliquent le plus rapidement possible. Et ça, c'est compliqué. Alors, sur les mesures, vitales. Nous avons obtenu, franchement, entre mars et aujourd'hui, on a beaucoup demandé et j'ai envie de dire, on a quasiment obtenu à chaque fois pour le moment ce qu'on a demandé. Il y a évidemment des réserves, surtout dans la période actuelle. Sur ce qu'on a demandé en premier, c'est une prise en charge particulière pour les collaborateurs d'un coup qui se retrouvaient, tous les salariés qui se retrouvent sans travail. Alors, sans travail, c'est pas exactement ce qui s'est passé, puisque avec le premier dispositif qu'on a obtenu, c'est l'ordonnance. Et l'ordonnance qui a permis d'émettre des avoirs, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une dérogation au droit. En droit, on était tenu de rembourser le client dans notre situation. Je ne reviens pas dans les détails juridiques. La situation dans laquelle on était, on aurait dû rembourser tous les clients qui ne partaient pas dans les 14 jours qui suivaient l'annulation de leur fête ou d'une autre. Et pour le coup, personne ne pouvait partir. Eh bien, l'ordonnance qu'on a obtenue en bataillant, en mettant en avant que ça existait au niveau en Italie, en disant qu'on ne pouvait pas rester à la traîne, on a réussi en dealant un petit peu, effectivement, certaines choses, notamment la commission paritaire pour les clients qui sont particulièrement en difficulté. Voilà, on a lâché sur certaines choses qui paraissaient tout à fait cohérentes et on a obtenu cette ordonnance exceptionnelle dans son temps d'application, 18 mois après la proposition en termes de durée avant
de devoir répondre à la demande de remboursement éventuelle du client. C'est le plus long délai en Europe et les 3 mois en question pour avoir à faire une proposition également. Donc, on a eu cette ordonnance et cette ordonnance nous a occupés. Cependant, très vite, quasiment les 3/4 de la masse salariale de nos entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, et pour les plus grandes qui sont dans le business travel, je crois pouvoir dire qu'elles sont quasiment à 100% à ce moment-là, hein, au tout début, en activité partielle. Voilà, on a obtenu un dispositif particulier, spécifique, dans le tourisme, et pour nous, de prise en charge de l'État de l'activité partielle. Alors, juste pour vous donner un peu à voir l'envers du décor, ce qui a vraiment été très compliqué et assez stressant de notre côté, c'est qu'on parlait du tourisme, de l'événementiel et de l'hôtellerie-restauration. Nous, notre premier sujet pendant les 2 premiers mois, ça a été de dire est-ce que les agences de voyage et les tour opérateurs sont bien dans le tourisme, puisque jamais vraiment on fait référence directement à notre secteur, sauf une fois ou deux de façon assez remarquable, directement par le Premier ministre à la sortie de l'Élysée, à la sortie de Matignon, Édouard Philippe, lors du premier comité interministériel du tourisme. Tu peux venir suivre, hein, elle ne nous voit pas. Hein. Je continue. Donc, je disais que notre angoisse, c'était est-ce que nous, on est bien dans les dispositifs qui sont prévus d'aide particulière. Donc, une fois qu'on a été rassuré là-dessus, ça a permis de travailler plus sur le fond. Donc, activité partielle jusqu'au mois de septembre inclus, pris en charge à 100% pour la partie pour les entreprises, donc, et un versement aux collaborateurs à hauteur de 70% du brut, donc 84% du net, ce qui est exceptionnel puisque précédemment, dans le droit commun, on était au niveau du SMIC, hein, au niveau de la prise en charge pour les entreprises. Là, donc, 4 fois et demi, plafonné à 4 fois et demi. Pardon, 100%. 4 fois. Au mois d'octobre, on a réussi, donc début septembre, à demander une prolongation de cette prise en charge et on l'a obtenue dans une prolongation du décret jusqu'à la fin octobre. Il restait effectivement la période, là, quand on était vers la fin du mois de septembre, c'est la période dans laquelle on était vraiment en interrogation et en besoin de continuation de ce dispositif, puisqu'on espérait une reprise à la fin de l'été, au début de la rentrée, hein, en septembre, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Du coup, on a vraiment, vraiment travaillé pour obtenir ce dispositif jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est le cas. On l'a jusqu'à la fin du mois de décembre, cette prise en charge. Donc, comme c'est Jean-Pierre qui se charge de parler de l'après, je le laisserai avancer sur ce point. Ce que je veux juste vous dire pour le moment, c'est que bien sûr qu'on parle de l'après et on a des engagements un peu moraux, mais on n'a pas de certitude. Surtout, c'est qu'on est en train de négocier un accord APLD. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un accord APLD, activité partielle de longue durée. Le recours à l'activité partielle pour une entreprise, c'est quelque chose qui déroge au droit commun. On peut demander une fois pour 6 mois, et d'ailleurs, on a eu la prolongation sur 1 année dès le début pour le dispositif, mais l'État a mis en place, pour certains secteurs, des dispositifs par décret de sortie de crise. L'APLD, c'est un dispositif d'accompagnement dans la sortie de crise, c'est-à-dire qu'il y a une garantie pour les entreprises et les collaborateurs d'avoir une prise en charge de l'État bonifiée par rapport au droit commun. Cette prise en charge, elle est aujourd'hui en deçà de ce que nous avons, parce que nous avons une aide particulière, mais quand cette aide particulière s'arrêtera, il y aura un relais qui est pris soit par le droit commun, soit par l'accord d'APLD que nous sommes en train de négocier dans la branche pour qu'il y ait une meilleure prise en charge que le simple droit commun. Donc, nous sommes en train de négocier avec les organisations syndicales sur ce point. Si vous avez des questions, j'y répondrai après. Je ne veux pas être trop technique. Sinon, je vais me faire gronder par Jean-Pierre Mas parce que je serai trop sur une pente juridique. Donc, je me retiens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme dispositif? Très important, l'exonération des charges sociales. Exonération des charges sociales patronales, ça veut dire que sur les mois de février à mai, et ça, effectivement, c'est quelque chose de très important, puisque je vous l'ai dit, on est resté, vous le savez tous, vous êtes restés à travailler dans les agences avec un travail qui n'était pas rémunérateur, puisqu'il consistait à émettre des avoirs et ensuite à proposer des voyages, et aujourd'hui à les annuler pour en proposer d'autres. Donc, ce travail, ça ne faisait pas rentrer de fonds supplémentaires, mais vous étiez occupé. Donc, ce coût du travail pour une entreprise qui est arrêtée complètement depuis mi-mars, c'est quelque chose d'important. Et on a obtenu ces exonérations de charges pour 4 mois. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, dans le dispositif, on a demandé des reports et quand le décret est sorti assez tardivement, comme toujours, hein, on a les textes qui sortent après les annonces.
avons donc bénéficié de ceci et d'un dispositif d'aide supplémentaire assis sur les salaires versés, les rémunérations versées pendant ces 4 mêmes mois. Ce dispositif, c'est un crédit à hauteur de 20% de ces rémunérations qui peuvent être utilisées par les entreprises en déduction des charges qu'elles sont à payer jusqu'à la fin du mois de décembre. Ça, c'est le dispositif, on va dire, du premier confinement sur les exonérations de charges. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui et ce dont on bénéficie aujourd'hui, comme l'activité partielle, on a des mesures nouvelles. On a connu le premier confinement, le déconfinement, on va dire le couvre-feu et le confinement, reconfinement. Donc, je vous ai parlé du premier confinement et du déconfinement. Aujourd'hui, nous avons passé 2 étapes nouvelles, le couvre-feu pour le mois d'octobre, et vous avez un dispositif d'exonération de charges. Je parle à tout le monde, bien sûr que vous êtes des collaborateurs et des chefs d'entreprise, des dirigeants ou des mandataires dirigeants en face de moi, donc ça concerne quand même tout le monde. Et ces charges patronales sont également exonérées aujourd'hui dans les entreprises qui, pendant le couvre-feu, étaient dans des zones de couvre-feu, à condition qu'elles aient perdu 50% de leur chiffre d'affaires, ce qui est quasiment le cas de toutes les entreprises. Et on a un nouveau dispositif également pour le confinement, d'exonération des charges sociales patronales pour les mois de confinement ou novembre et décembre, ou novembre, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Ceci dit, il est aussi combiné ce dispositif, comme lors de la première vague, avec le crédit de 20% auquel j'ai fait référence. Pour les exonérations de charges, c'est un dispositif qui est prévu dans la loi de finances. Donc, cette loi de finances est en cours de discussion à l'Assemblée et au Parlement, d'une façon générale. Donc, il ne faut pas rechercher les textes là-dessus, ils ne sont pas encore publiés. De la même façon, vous allez avoir à déclarer ces charges, comme d'habitude avec vos DSN, et à demander des reports de charges. Et ensuite, quand la loi sera adoptée, eh bien, ce report de charges accordé, il est accordé, il sera transformé en exonération de charges. Je vous laisserai me poser des questions parce que je ne vois pas les questions vraiment qui s'affichent. Enfin, elles s'affichent très vite et je n'ai pas le temps de les lire. Ça, c'est pour les exonérations de charges. Évidemment, on ne lâche pas l'affaire pour la suite. Jean-Pierre vous en parlera. Ensuite, c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai en tête que je suis avec vous, donc, ou des entreprises, ou des salariés, ou des gérants minoritaires, majoritaires, travailleurs non salariés. Il faut bien qu'on ait en tête que tous les dispositifs qui s'attachent, ceux dont je viens de parler, activité partielle et exonération de charges, on parle de charges salariales, on parle d'activité partielle de salariés. Donc, tous ces dispositifs ne bénéficient aux entreprises que pour leurs salariés et aux salariés que vous êtes également. Bien sûr que quand on est salarié, eh bien, malheureusement, on n'a pas accès à ces dispositifs-là. Alors, le dispositif qui vient normalement à son origine, quand il a été mis en place, répondre à ce besoin des non-salariés, c'est le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, il a été mis en place assez rapidement à la demande, effectivement, très honnêtement, à notre demande et aussi beaucoup à celui de l'hôtellerie-restauration, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs non salariés, parce qu'on est dans une configuration très proche de la nôtre, avec 90% des entreprises qui ont moins de 10 salariés et beaucoup de patrons ou de gérants qui ne sont pas eux-mêmes salariés. Soit ils ont une rémunération par des dividendes, mais ils ne sont pas salariés. Et là, on a tout de suite vu qu'il y avait un trou dans la raquette et qu'il allait y avoir une très grande précarité très rapidement de toutes ces personnes qui, dans des temps normaux, s'en sortent très bien, mais qui n'ont pas de rémunération salariée. Donc, le Fonds de solidarité vient répondre à ça au départ. Il était de 1 500 € par mois avec, au départ, si vous vous rappelez, des critères d'éligibilité qui étaient que l'entité ne devait pas compter plus de 10 salariés et le chiffre d'affaires ne devait pas dépasser 2 millions d'euros par an. Il a évolué ensuite et le plafond est passé à un effectif de 20 salariés. Et on était toujours à 1 500 € pour les entreprises qui pouvaient faire valoir une différence par rapport à l'année précédente et une baisse de chiffre d'affaires au départ. Et finalement, le dispositif actuel qu'on attendait tant et sur lequel on a, évidemment, je vous raconte comme ça, mais ça a été des batailles tout le temps pour expliquer, pour chiffrer, pour évaluer, parce que tout ce que nous donne l'État, évidemment, doit pouvoir être calculé de leur côté. Ils doivent pouvoir évaluer l'impact d'une décision.
C'était notre force de pouvoir circonscrire exactement le périmètre des agences de voyage et des tours opérateurs, puisqu'on a des codes NAF qui sont très clairs, ce qui n'est pas le cas pour l'événementiel, par exemple. Donc, toutes ces batailles-là, pour arriver au fonds de solidarité dont je vous parle actuellement, qui est en place maintenant, c'était des batailles permanentes. Alors, on a un fonds de solidarité qui est aujourd'hui déplafonné en termes de critères. Il n'y a plus qu'un critère qui prévaut. Je ne l'ai pas dit, excusez-moi, mais pour les exonérations de charges, on parle des entreprises qui ont moins de 250 salariés. Hein. Les entreprises qui ont plus de 250 salariés ne bénéficient pas de ces exonérations. Pour le fonds de solidarité aujourd'hui, ça concerne toutes les entreprises, les entités, les associations, quel que soit le statut juridique, des entités qui comptent moins de 50 salariés. Ça vaut pour les holdings familiales, parce que vous avez certains mini-réseaux ou certaines organisations d'entreprises qui ont des holdings et quelques filiales, mais qui ne comptent pas beaucoup de salariés. Donc, les holdings bénéficient aussi ce fonds de solidarité désormais à compter du fait qu'elles aient moins de 50 salariés, pardon. Pour les critères, les autres critères, c'est-à-dire les 60 000 € de revenus par rapport à l'année précédente qui étaient exigés, et le critère du chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, ces deux critères-là ont sauté. Donc, en gros, on a un fonds éligible dans les conditions que je vais vous donner pour toutes les entreprises, les associations, les entités qui comptent moins de 50 salariés. Alors, qu'est-ce que c'est ce dispositif? C'est un dispositif, j'ai de nombreuses questions, beaucoup aux EDV, on reçoit beaucoup de questions sur les gérants, les travailleurs non salariés, le fait qu'il y ait deux gérants ou deux personnes dans la même entreprise ou dans la même entité qui ne sont pas salariés, pour savoir si on a droit 2 fois au fonds de solidarité, etc. Il faut que vous ayez bien en tête que le fonds de solidarité, il est attribué à une entité, à une entreprise, à une association. Donc, c'est l'entreprise qui perçoit. Ce n'est pas intuitu personné, ce n'est pas une personne en tant que telle. Cependant, il y a 2 points qui sont relatifs à la personne qui dirige l'entreprise. C'est le fait de dire que si la personne qui dirige est un gérant majoritaire qui a un contrat de travail à temps complet, si c'est le cas, eh bien l'entreprise ne sera pas éligible au fonds de solidarité, même si elle répond aux autres critères. Et encore une fois, on regarde, vous allez le voir, la perte de revenus de l'entité de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. En revanche, on déduit de la somme qui sera allouée à laquelle peut prétendre l'entreprise, on déduit, s'il y a lieu, les indemnités de retraite du gérant et les indemnités de sécurité sociale qu'il aurait perçues. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, on est passé de 1 500 à 10 000 € maximum. De ces 10 000 €, et je vais vous dire en fonction du mois et des circonstances comment on peut y arriver, mais vous déduisez quand vous êtes un travailleur qui n'est pas salarié et qui prétend pour son entité à l'accès au fonds de solidarité, les revenus de la retraite et les indemnités de sécurité sociale si elles ont lieu de ces 10 000 €. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs situations. Il y a eu donc le fonds de solidarité, il est applicable, ce nouveau fonds. Vous avez pu effectuer la demande depuis le 20 novembre. Vous me direz si vous avez réussi à le faire. On a eu beaucoup d'appels vendredi parce que c'était embouteillé en fait. Ce fonds de solidarité, donc, il est opérationnel pour octobre et vous avez pu faire les demandes le 20 novembre dernier. Et pour octobre, vous avez plusieurs situations. Soit vous étiez en zone de couvre-feu, une entreprise installée dans un bravo, je vois que quelqu'un dit qu'il l'a eu ce jour. Donc, ça veut dire que ça marche. Ça, c'est très rassurant. Les entreprises installées en zone de couvre-feu qui sont dans la liste, donc entreprises, agences de voyage, tour opérateurs, dans la liste S1 et qui ont perdu 70%, 50% de leur chiffre d'affaires, peuvent toucher jusqu'à 10 000 €. Et là, il faut regarder quel est le chiffre d'affaires de la période de référence et regarder la différence. Mais le montant sera votre perte de chiffre d'affaires, j'essaie d'être claire, jusqu'à 10 000 €, capé à 10 000 €. Si vous avez perdu entre 50 et 70% du chiffre d'affaires, eh bien là, vous avez droit à 1 500 €. Donc, je récapitule parce que je pense que je n'ai pas été archi claire. Premier point, vous avez perdu 50% de chiffre d'affaires. Vous êtes dans la zone de confinement, du couvre-feu, pardon.
vous avez le droit à 10 000 € et vous avez cette aide jusqu'à 10 000 € si vous avez perdu 50% au moins. Si vous êtes hors couvre-feu, vous allez avoir droit aux 10 000 € si vous avez perdu 70% de votre chiffre d'affaires ou à 1 500 € si vous avez perdu entre 50 et 70%. Ça, c'est pour les zones de couvre-feu et hors couvre-feu pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, tout le monde est en confinement. Là, peu importe la perte et le montant du chiffre d'affaires, si vous êtes dans la zone, dans la liste S1, donc agence de voyage tour opérateur, vous avez le droit à la perte de votre chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 €. Et pour les secteurs 1 bis, si parmi ceux qui sont connectés à cette conférence, vous avez des entités qui sont dans le secteur 1 bis, vous savez, les secteurs satellites aux nôtres, eh bien, pour ce confinement-là, il faut pouvoir montrer qu'on a perdu 80% de son chiffre d'affaires pour pouvoir avoir le droit à la même aide en termes de fonds de solidarité. Pour faire cette demande, vous allez sur votre espace particulier et non pas sur l'espace professionnel, en ligne, donc depuis le 20 novembre pour le mois d'octobre et en ligne début décembre pour le mois de novembre. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le fonds de solidarité et sur les aides en général. Il me reste à parler du PGE et peut-être aussi d'un secteur très particulier qui est le secteur du voyage pour les jeunes. Donc, il y a un dispositif particulier. Je me permets d'attirer votre attention sur les 3 dispositifs dont je viens de parler. Vous avez reçu de la part des EDV, je crois que le CDMV a relayé le lien et la FAQ de Bercy qui sont très bien faits et il y a une option pour ceux qui n'avaient pas de chiffre d'affaires l'année dernière de calculer à partir des mois, de 2 mois, je crois. Il faut qu'on vérifie, mais il y a une autre option, en tout cas, pour ceux qui ont une activité récente. J'ai parfois des agences qui m'appellent en me disant, moi, par exemple, je suis saisonnier, et ces mois de référence, notamment novembre et octobre l'année dernière, mais en fait, c'est des comment je peux faire. Moi, je pense une chose vraiment, je pense que rien n'empêche d'essayer. Et j'ai franchement beaucoup de témoignages d'agences qui ont fait des demandes et qui ont réussi à obtenir des choses. Donc, essayez quand même de pousser les dispositifs, de faire vos demandes. Même si vous avez l'impression que vous ne passez pas exactement dans les clous, vous verrez ce que ça donne. Pour terminer, vous avez une aide quand même très importante, même si ça fait peur parce qu'il faut bien rembourser, c'est le PGE, prêt garanti par l'État. Vous avez ça vient d'être repoussé, vous pouvez faire des demandes jusqu'à la fin du mois de juin 2021, alors que c'était normalement une échéance à fin décembre. Ces PGE, c'est de l'argent qu'on vous prête, qui est garanti par l'État. Évidemment, il faut un accord de la banque et c'est là que ça coince le plus en ce moment. Donc, Jean-Pierre va vous dire un peu ce qu'on fait et ce qu'on envisage pour la suite. Mais on a fait une enquête pour répertorier tous ceux qui auraient eu un refus de PGE, surtout sur une deuxième demande, sur un second volet. Il faut vraiment ne pas lâcher là-dessus. C'est ce qui permet de tenir et on voit qu'on est dans un temps long pour la crise. Donc, il faut absolument ne pas lâcher sur ce point. Et vous avez des aides au niveau des régions, des prêts rebonds, des prêts tourisme qu'accordent les régions et les départements et même des aides encore plus. Il ne faut vraiment pas hésiter à pousser toutes les portes. Sur la transformation en quasi-fonds propres, Jean-Pierre en parlera tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il reste le voyage des jeunes et le voyage scolaire. Donc, le voyage des jeunes, j'ai vu que parmi les participants, on a des personnes qui sont sur cette activité. Alors, elles souffrent, ces entreprises, au moins autant, si ce n'est plus que les autres, mais je ne fais pas de hiérarchie, pas question de faire de hiérarchie parce que les grandes entreprises, par exemple, qui ont plus de 250 salariés, ou entre 50 et 250, il y a plein de dispositifs auxquels elles n'ont pas le droit. Et là, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Mais donc, chacun a des besoins. Sur le voyage des jeunes, et notamment l'accueil de classes de découverte, on est en train de travailler là sur le fait d'avoir le droit à un fonds qui vient d'être débloqué que pour les associations, un fonds de 15 millions d'euros qui a été débloqué par la ministre en charge de la jeunesse. Ce fonds-là, aujourd'hui, il est fléché vers les associations. On est vraiment en train d'essayer d'obtenir, je suis assez optimiste là-dessus, quelque chose pour les entreprises qui font elles-mêmes, qui sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'elles font aussi des accueils de mineurs en étant ou gérant ou propriétaire de la structure d'accueil. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, on est sur ce point-là. Je vous rends la parole et je suis prête à répondre à vos questions ou Jean-Pierre, après que tu sois intervenu. J'espère que c'était…
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos qui, nous l'espérons, auront su rassurer bon nombre d'entre nous sur le combat que vous menez au quotidien. On a quelques questions, on y reviendra en troisième partie de Zoom. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. On va passer aux questions issues du sondage en ligne. Donc, vous avez déjà beaucoup abordé le sujet, mais ça concerne de nouveau les aides. On sait que vous avez encore plein de négociations, notamment aujourd'hui avec le ministère du Travail. Vous n'avez pas toutes les réponses. Pour le fonds de soutien, en fait, qu'en est-il après le 30 novembre? Jusqu'à quand peut-on l'espérer? Et idem pour la prise en charge du chômage partiel à 100%. Les aides au TNS, les dirigeants assimilés salariés, les mandataires. Quelle est un peu la feuille de route de revendication des négociations des EDV avec les pouvoirs publics sur le court, moyen et aussi sur le long terme? Merci Caroline. Je vais répondre ponctuellement sur le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, aujourd'hui, il est accessible pour le mois d'octobre. Le mois de novembre, il sera également de 10 000 € comme pour le mois d'octobre. Et si le confinement continue en décembre, il sera encore de 10 000 €. En revanche, par la suite, si le confinement s'arrête, on n'a pas de visibilité sur le montant du Fonds de solidarité. Le PGE, Valérie en a parlé, mais si vous ne l'avez pas obtenu, faites-nous signe, dites-le nous, on fait remonter les dossiers des entreprises qui n'ont pas obtenu le PGE afin qu'on puisse leur faire débloquer. Sur la visibilité à court terme, les demandes à court terme, il y en a une qui concerne le chômage. Il y a le Fonds de solidarité, le PGE, il y a la poursuite de l'exode de charges. Il y a la poursuite de l'exode de charge au niveau où on l'a actuellement, la poursuite du chômage partiel au niveau auquel on l'a actuellement jusqu'au mois de mars. Je pense que sur ces points-là, on obtiendra gain de cause. En revanche, il y a des demandes nouvelles. La première, elle concerne les droits à congé qui ont été acquis pendant les périodes de chômage partiel. Vous savez que pour les patrons d'entreprise, les salariés ont acquis des droits à congé et c'est une charge constatée d'avance pour vos entreprises. C'est-à-dire à un moment, il faudra que vous les mettiez en congé ou que vous payiez les congés payés. On demande au gouvernement de prendre en charge ces coûts du congé payé acquis pendant le chômage. Il y a la question des loyers où il y a un projet d'aide aux bailleurs, c'est-à-dire aux propriétaires qui acceptent des réductions de montant des loyers. C'est une question fiscale qui est en cours de traitement. Je pense qu'on va obtenir une réduction des loyers. Ce sera mineur, ça va concerner peut-être une mensualité sur l'année 2020. Et il y a un dernier point, c'est qu'au mois de novembre, il y a eu des pertes considérables dans nos entreprises du fait du confinement. C'est-à-dire qu'on avait organisé des voyages, vous aviez organisé des voyages, vous aviez acheté des billets d'avion, payé des hôtels, vos clients ont été privés de partir parce qu'ils ne pouvaient pas accéder aux aéroports. On considère que c'est une perte importante et les compagnies aériennes qui continuent à assurer les vols vous ont dit, écoutez, le vol est assuré, on ne vous rembourse pas le billet. On veut que le gouvernement éponge, absorbe cette perte et rembourse cette perte que nous avons eue. Et puis, il y a un dernier point qui est quand même pour moi le plus important aussi, c'est la reprise. On ne peut pas vivre sous oxygène, on ne peut pas vivre en apnée comme nous vivons. On essaye de faire le maximum en matière d'aide, mais l'objectif, c'est de relancer l'activité. Aujourd'hui, il y a une possibilité de redémarrer un petit peu l'activité, c'est que les frontières sont ouvertes, c'est que les Français peuvent voyager, c'est qu'il y a une 50aine de pays dans le monde qui reçoivent les Français sans les mettre en quarantaine. On peut quitter les aéroports et des mesures de sécurité sanitaire sont mises en place aux aéroports au retour en France. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive d'une zone dite rouge écarlate, il subit obligatoirement un test PCR à l'arrivée. Paris, Nice, Marseille sont déjà prêts. Ceci fonctionne déjà dans ces aéroports. On est bloqué par quoi ? On est bloqué par le fait qu'on n'a pas le droit d'aller à l'aéroport parce que c'est à plus d'1 kilomètre du domicile et que ce n'est pas un motif qui justifie un déplacement. Donc, on met une forte pression auprès du gouvernement pour obtenir la libération des voyages. Voilà ce sur quoi nous sommes, les sujets principaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui et je suis prêt à répondre avec Valérie à vos questions.
je vais permettre de revenir un tout petit point sur cette question-là. Qu'en est-il pour justement des aides qui seront autres que celles du fonds de soutien pour les TNS et les dirigeants mandataires, en fait, puisque à terme, on l'a bien compris, le fonds de soutien va aller décrescendo, c'est normal. Le but, c'est qu'on reparte et qu'on ne nous maintienne pas sous perfusion, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, ces gens qui viennent juste d'obtenir quelque chose alors qu'ils ont été très violemment impactés par la crise et depuis le mois de mars, et certains n'ont pas du tout pu repartir. Est-ce qu'il y a des choses que les EDV, sur un combat que les EDV mènent auprès des pouvoirs publics à ce sujet-là? Oui, les TNS, c'est les mandataires, les mandataires sociaux, c'est le trou dans la raquette, ce sont les trous dans la raquette. Valérie en a évoqué d'autres, il y a des gros trous, des entreprises de plus de 50 pour l'accès au fonds de solidarité ou de 250 pour l'accès à l'ensemble des aides. Mais ça, ces petits trous dans la raquette, ils concernent plus des individus, les TNS. On a argumenté auprès des pouvoirs publics, je vous le dis très clairement, aujourd'hui, sans beaucoup de résultats, et la seule réponse que nous font les pouvoirs publics, c'est « mais ils ont accès aux 10 000 € de fonds de solidarité, donc ça suffit, ils sont calmés comme ça ». Moi, je considère que ce n'est pas suffisant pour compenser la perte qu'ont eu les travailleurs non salariés et les toutes petites entreprises. Bon, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous serez entendu par nos pouvoirs publics. On va passer à la deuxième question qu'on avait pu identifier. On repart encore sur la reprise. Les meilleures prévisions voient un retour à la normale aux environs de 2024. On a pu, certains d'entre nous, avoir effectivement des réunions avec Air France ou d'autres compagnies aériennes. Eux-mêmes n'y croient pas vraiment à un retour en 2024 au niveau de 2019. Donc, se pose aussi la question des PGE. Alors, je suis désolée, on va être un peu technique, mais effectivement, ces PGE devront tous être remboursés avant 2026. Comment on va faire si on n'est pas vraiment reparti ou si la reprise est tellement lente qu'on se retrouve face à un mur de la dette arrivé en 2026? Est-ce que vous demandez au pouvoir public de rallonger ces délais de remboursement des PGE? Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le PGE, ce n'est pas le plus grave dans notre environnement. Un mot sur la reprise. Ce matin, on était en réunion avec IATA, et IATA nous disait, on a fait les révisions de forecast, de prévision de trafic aérien, et on estime que le trafic aérien de 2021 représentera 55% du trafic de 2019 dans le monde, en sachant que ces 55% sont très tirés vers le haut par la Chine, qui a repris déjà son niveau de trafic aérien de 2019, actuellement, hein, mais qui était en forte croissance. Donc on aura chez nous, dans nos pays, pays comme la France, en Europe, un trafic aérien en 2021 qui sera de moins de 50% de ce qu'il était en 2019. Donc, reprise lente. La question du PGE. On a obtenu le différé du début du remboursement du PGE de 1 an de plus, c'est-à-dire qu'il est remboursable 2 ans après son attribution, le début du remboursement, 2 ans après son attribution, avec un coût d'intérêt qui va être compris entre 1 et 2% pour la seconde année. C'est quelque chose, mais ce n'est pas colossal. J'ai demandé à l'Union française des banques qu'est-ce qui se passe si on ne rembourse pas le PGE, et la réponse avait été en un mot, la réponse était rien. Il ne se passe rien. On va obtenir, mais ce n'est pas le moment d'aller insister là-dessus, il y a d'autres demandes plus prioritaires que celle-là. On va obtenir certainement l'étalement du paiement du TGE et peut-être la possibilité de le transformer en prêt participatif ou en quasi-fonds propres. Alors ça, c'est possible pour les grandes entreprises. Ça va être difficile pour les petites entreprises. On a déjà contacté des régions, des présidents de régions, qui s'intéressent avec la Banque des territoires à des modalités de transformation du PGE pour les entreprises qui le souhaitent en quasi-fonds propres. Parce qu'il faut quand même expliquer que le PGE, il est là pour être consommé. Autant les acomptes clients, les avoirs émis dans le cadre de l'ordonnance, il faut les sanctuariser, il faut les protéger. Si vous les consommez, vous êtes mort, c'est pas plus compliqué que ça. Mais le PGE, il est là pour être consommé.
Et on n'aura pas en 2023 la possibilité de le rembourser, même de commencer à le rembourser. Donc, on obtiendra soit un allongement de la durée du remboursement, soit sa transformation en quasi-fonds. Bon, ben, espérons que vous soyez entendus. Mais là, on a une chance, Caroline, on a une chance. Dans ce domaine-là, c'est nous qui avons l'argent. On a l'argent. Et on n'a donné aucune caution, aucune garantie. Aucun chef d'entreprise n'a mis en garantie ses biens, sa maison, tout ce qu'on fait pour un prêt habituel, rien. Donc, j'ai envie de dire, on tient le bon bout. Bon, bah écoutez, croisons les doigts. On va passer sur la dernière question qu'on avait pu identifier du sondage. Donc, qui concerne une fois de plus notre avenir. Vous voyez, on est très préoccupés par notre avenir, mais on a très envie de faire voyager nos voyageurs et de les emmener à l'autre bout du monde. Donc, comme vous le savez, notre image de marque, elle a été égratignée. Alors, elle est égratignée depuis des années, effectivement, parce qu'on paraît bien souvent inutile ou trop cher aux yeux de nos voyageurs. Et donc, certains n'hésitent pas à fabriquer, entre guillemets, eux-mêmes leur voyage en passant par divers sites Internet. Mais en faisant ça, ils ne se rendent pas du tout compte qu'ils ne sont pas couverts par le code du tourisme et de tout ce que l'agence leur apporte. Donc, dans l'idée, est-ce que quand la reprise sera enfin là, est-ce qu'on peut compter sur les EDV aussi pour apporter une grande campagne de communication à l'attention des voyageurs, du grand public, pour leur expliquer à quel point pousser la porte d'une agence de voyage, c'est pousser la porte, c'est comme un artisan, nous on connaît notre métier, on sait comment le faire, on apporte toutes les garanties, toutes les questions qui peuvent se poser et surtout tout le soutien avant, pendant et après leur voyage. Est-ce que les EDV ont déjà une optique dans ce sens-là ? On travaille déjà sur ce sujet-là, hein, Caroline. C'est normal, on anticipe, on a une réflexion sur deux sujets importants. Le premier, c'est la communication pour la relance, vous venez de l'évoquer, et le second, c'est la digitalisation du secteur, pour lequel des budgets sont prévus par l'État. Sur la communication pour la relance, on a un tout petit problème chez EDV par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que nous représentons tous les acteurs de voyage, tous ceux qui sont immatriculés, c'est-à-dire notamment toutes les agences en ligne, toutes les OTA sont membres des EDV. Donc, on ne peut pas avoir une communication physique contre agences en ligne. Hein, ça mais ce que vous dites sur le suivi, la qualité, etc., ça peut s'appliquer à tout le monde. Alors, je vous le donne, ce n'est pas un scoop, enfin, il n'y a que vous qui le savez pour l'instant, il n'y a que vous qui le saurez. On débute, on avait une opportunité, je vais vous expliquer l'opportunité. L'APST avait acheté une campagne de sponsoring de la météo de France 3 pour le mois de décembre. Et elle nous a cédé cet espace, cette campagne de sponsoring, parce que eu égard aux difficultés actuelles de la PST, ce n'est pas le moment d'aller faire beaucoup de communication. Donc, on reprend cette campagne de sponsoring et vous aurez une communication dès le mois de décembre dans le thème libérez-vous l'esprit, commencez à penser à organiser vos voyages et votre agence de voyage est là pour vous aider. Très bien. Très bien. Juste une petite question, Monsieur Mas, d'un autre sujet qui ressortait très largement et on a beaucoup hésité à en parler, mais je vois que des questions sont posées à ce sujet-là. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire sur les garants et notamment la PST, qui sera un élément essentiel de la pérennité des entreprises et des agences de voyage? Jean-Charles, avec moi, tu peux poser toutes les questions. Donc, il n'y a pas de problème. En revanche, je n'ai pas toutes Alors, je vous la pose. En revanche, je n'ai pas toutes les réponses. Bien sûr. Et ce que je peux vous dire pour la PST, pour ceux qui d'entre vous sont garantis par la PST, c'est que la PST continuera à garantir les agences de voyage en 2021. Il n'est pas concevable aujourd'hui, à un mois de la fin de l'année, que l'on dise à la PST, tu ne peux plus garantir les agences de voyage et qu'on laisse 70%, voire 80% du secteur des agences de voyage en rade sans garant au 1er janvier.
Donc la PST continuera sa mission de garantie en 2021. Ensuite, la PST va évoluer, va changer. Elle a dû subir le sinistre Thomas Cook et elle va avoir les conséquences du Covid. Elle ne peut pas continuer dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Mais les pouvoirs publics sont très proches de la PST, l'accompagnent et sont en train de préparer l'avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour cette raison, qu'à 3h30, j'ai une réunion avec Valérie, avec le ministère des Finances, pour parler de l'avenir de la PST. Très bien, merci beaucoup. Sonia, je pense. Valérie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce sujet? En fait, je ne me rappelle plus si vous reposez des questions qui sont dans le chat. J'ai repéré 2-3 questions auxquelles je peux donner des réponses très vite. Oui. Alors, comptez y revenir après, mais allez-y. Voilà, très bien. Allez-y, commencez que le temps. Simplement des questions. Est-ce que pour le PGE, quand on n'est pas adhérent aux entreprises du voyage, on peut faire remonter l'info? Alors, la personne qui a posé la question, évidemment, on va pas. On agit pour l'ensemble du secteur. Évidemment que nous aussi, on est une association qui vivons avec des cotisations, mais notre démarche, elle est vraiment globale aujourd'hui et solidaire. Donc, si quelqu'un a besoin de nous faire remonter, en tout cas sur mon mail, un problème sur le PGE, qu'il le fasse. Oui, le fonds de solidarité, il est ouvert pour les entités qui n'ont pas de salariés, justement. Ce n'est pas du tout un critère d'éligibilité, la question a été posée. Je voulais dire qu'un courrier type, Jean-Pierre Mas a parlé de demande de réduction des loyers et de la démarche qui est en cours de négociation, qui quand même réside sur le volontariat du bailleur, ce qui est quand même un problème pour nous. On prépare un courrier type pour adresser à vos bailleurs, pour vous aider à argumenter. Donc, on communiquera quand ce sera prêt. Quelqu'un a un point peut-être sur la RCP. En ce moment, il y a beaucoup de RC qui demandent des cotisations pour 2021, puis qui en profitent aussi pour demander une cotisation plus chère. Et là, je pense qu'il y a une action de notre part vraiment auprès des assurances, parce que non seulement il n'y a pas eu de risque couvert, en tout cas que pour 3 mois pour 2020, donc quasiment. Donc là, c'est un vrai sujet de négociation. Donc ça, on est preneur aussi. On a fait un questionnaire sur le PGE et sur les RCP. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter les choses. Et sur la campagne de communication, Jean-Pierre l'a dit, mais moi je voudrais vous demander de la relayer aussi, de relayer l'info. Corinne va faire passer une info. Il va y avoir quand même tous les soirs, pendant tout le mois de décembre, quasiment, une campagne qui parlera de ce qu'on a dit, la valeur des agences, l'intermédiation utile, et puis l'envie de partir. Voilà, on a essayé de travailler là-dessus. Jean-Pierre a finalisé le message ce matin, pour qu'il soit enregistré. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Très bien, on vous remercie Valérie. Et puis, on va revenir juste après sur les questions du chat. En attendant, on a pas mal échangé avec vous, le CDMV, justement sur nos actions. Aujourd'hui, nous sommes, il me semble, à peu près 115 personnes en ligne. Le bureau du CDMV rassemble environ 4000 professionnels à ce jour, répartis sur tout le territoire français. Et justement, on voulait vous poser la question, outre le simple relais, en fait, quelles missions, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez envie finalement de nous proposer, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour vous accompagner, parce que vous l'aurez compris, nous sommes volontaires à la défense de notre métier. Alors, pour nous accompagner, continuez ce que vous faites. Ce que vous faites est très bien, continuez ce que vous faites. Et je pense que 4000, vous êtes nombreux, vous êtes des relais auprès de l'opinion publique, vous êtes un moyen de lobbying. Il faut qu'avec des arguments bien construits, vous puissiez approcher les élus de vos communes, de vos départements, de vos régions, de manière à les sensibiliser à notre problème. On a vraiment un grand besoin de soutien des élus, quels qu'ils soient, députés, sénateurs, maires, etc. Et pour être crédible, il faut qu'on arrive avec un discours cohérent et pas cacophonique, d'où ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la nécessité de parler ensemble et de se mettre d'accord sur la cohérence du discours, sur les éléments de langage. Très bien. Merci beaucoup. Il nous reste, je crois, plus que 2 minutes. On va commencer les questions du chat, Caroline? Oui, bien sûr. Alors, on a vu une première question qui revient assez fréquemment, qui est quid des assureurs
qui refuse de dédommager les pertes d'exploitation. Alors, pour les pertes d'exploitation, mais Valérie, tu réponds, c'est toi qui suis le dossier plus que moi avec Guillaume. Alors, nous avons mis en place une étude juridique poussée de tous les contrats qu'on nous a fait remonter pour savoir s'il y avait des failles dans ces contrats, en tout cas s'il y avait non seulement des failles, mais s'il y avait des leviers pour aller discuter au minimum et assigner, si ça se passe mal, les assureurs qui n'ont pas pris en charge les pertes d'exploitation. Évidemment, comme tous les contrats, vous le savez bien, il faut qu'il y ait une garantie qui prévoit que cette perte d'exploitation est couverte avec des conditions toujours spécifiques. Hein, donc, il faut réunir des conditions, il faut que ce soit prévu. Donc, on a regardé une dizaine de contrats qui sont montés et qui couvrent à peu près notre marché. On a trouvé 2-3 contrats qui permettent de dire que normalement, il y a bien une couverture de perte d'exploitation dans ces contrats. Donc, nous avons fait analyser juridiquement, on a pris à notre charge cette étude et ensuite, on a modélisé un petit peu les choses et on a dit à nos présidents de région, vous savez qu'on a organisé en 9 régions, les EDV ont des instances régionales et chaque président de région a fait passer à ses membres une grille un petit peu et une grille de lecture pour dire, voilà, si vous avez le contrat de tel assureur avec telle condition de vente, etc., telle condition de garantie, là, il y a quelque chose éventuellement à faire. Et on a négocié un tarif particulier avec un avocat qui travaille avec nous pour aller plus loin dans ce dossier si les agences individuellement veulent y aller. Donc, en gros, ça vous permet de partir en négo ou en justice dans une situation qui est confortable. C'est-à-dire que d'habitude, quand on va en justice, on ne sait pas d'avance si on a un feeling, mais on ne sait pas d'avance si on a des chances de gagner. Là, nous, avec le travail qu'on a fait, on peut vous dire oui ou non. Donc, vous avez quelqu'un chez nous, c'est bien Maître Taragano, hein, la question est posée, qui suit ça avec nous, et un un avocat qui intervient pour elle, en fait. C'est notre intermédiaire, mais qui intervient pour elle et qui est celui qui travaille pour l'UMI aujourd'hui, puisque l'UMIH qui a un gros sujet perte d'exploitation pour les hôtels et les restaurants, surtout les cafés et les restaurants, eh bien, travaille aussi avec ce même avocat. Donc, c'est modélisé. Vous pouvez envoyer un mail si vous avez des questions à Guillaume Berdelet, qui est notre collaborateur, vous savez, juridique. Vous l'avez sûrement eu, qui est hyper efficace. Donc, tout ça est bien cadré. Et surtout, on a négocié pour que vous n'ayez pas beaucoup d'argent à payer. Et c'est quelque chose, en fait, qui sera… Il y a un petit forfait pour le démarrage, mais ensuite, c'est quelque chose qui est assis sur le gain que vous allez éventuellement avoir à l'issue de cette action en justice. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas trop coûteux pour vous. Ça, c'est sur les pertes d'exploitation. Puis, j'en profite, puisque j'ai la parole, sur un autre sujet, mais c'est la même démarche qu'on a fait d'accompagnement. On a mis en place la même chose contre les compagnies aériennes, celles qui émettent des avoirs, qui ne remboursent pas, qui ne répondent pas. Vous avez un client d'un autre côté qui vous demande et que vous avez peut-être remboursé ou qui vous assigne. Avec Maître Yop, nous avons fait la même chose. Vous la connaissez, je crois qu'elle intervient souvent au sein de votre association. On vous enverra donc… on a envoyé donc une communication à tous nos adhérents pour ceux qui la veulent, vous me le redemandez. La même chose, on a regardé la faisabilité et les cas qui peuvent être successful en justice. On a regardé un petit peu tout ça et on a négocié un tarif avec Maître Yop. Donc, vous avez la possibilité. Et là, franchement, depuis tant que moi, je travaille au SNAV et ensuite aux EDV, on a toujours l'impression qu'on a peu de moyens de gagner contre une compagnie, ce qui est faux. Vous avez tout à fait les moyens. Il y a un droit, il y a des règles qui s'appliquent. Et quand on sort du cadre, eh bien, souvent, on se dit, par rapport à une compagnie, j'ai peu de moyens. Et bien, en fait, il faut y aller parce que vous avez toutes les chances de gagner dans certains cas. Voilà, pour ce qui est de la perte d'exploitation et de l'autre cas. Et puis, on a mis en place une aide psychologique, j'en profite pour le rappeler, et vous pouvez appeler en tant que gérant, en tant que patron, en tant que salarié, si vous avez besoin. Voilà. Très bien, Valérie, je vous remercie. Et puisqu'on est en train de parler de tarifs et de cotisations, on a une question dans le chat. Afin de soutenir les EDV dans leur combat soutenu et efficace, est-il envisageable de proposer une cotisation symbolique pour ceux qui voudraient adhérer à date, 1 ou 5 salariés, avec un montant pas trop élevé? Sonia, c'est du pain béni cette question, j'ai déjà répondu dans le chat.
en disant, je me suis engagé tout seul, hein, en disant cotisation gratuite pour 2020, je ne prends pas beaucoup de risques, il reste un mois. Et cotisation réduite des 2/3, c'est-à-dire un tiers de cotisation pour 2021 pour les membres du CDMV qui ne sont pas par ailleurs déjà membres des entreprises du voyage. Très bien, on vous remercie. Très belle Merci beaucoup. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, on s'en parle, mais il y a peut-être aussi une idée de voir une cotisation globale du CDMV pour celles qui ne sont pas adhérentes, par exemple, et passer par le CDMV et avoir une cotisation du CDMV en tant qu'entité. Voilà, il y a tout ça peut se faire. Ok. Bien. Merci. Bon, on échangera là-dessus avec plaisir. Jean-Pierre, avec cette proposition, vous donne notre philosophie. Pour nous aujourd'hui et surtout en ce moment, l'idée c'est d'être le maximum représentatif. C'est pas tant d'aller chercher de l'argent en plus, il en faut un peu, hein, puisqu'il faut bien qu'on fonctionne, mais il faut vraiment qu'on puisse dire qu'on représente tout le monde. Et c'est ça le premier objectif dans ces propositions. Il faut qu'on soit représentatif et il faut que vous veniez apporter votre dynamisme, votre jeunesse, vos questions, vos interrogations et vos réponses aux entreprises du voyage. Très bien, merci. Caroline, Merci pour une beaucoup. autre question? Alors, on avait pas mal de questions, notamment alors pour des gens qui font du groupe, mais je pense que ça peut intéresser pas mal d'autres personnes aussi, sur les nouvelles assurances pour nos voyageurs, multirisques et annulation. Je ne vous cache pas que pour certains, c'est un petit peu nébuleux. Il y a une multitude d'offres avec des multitudes de contrats. Est-ce que aujourd'hui il y a très peu de réassureurs qui proposent effectivement une couverture totale du Covid? J'imagine que les EDV travaillent activement à la mise en place d'assurances avec les assureurs. J'imagine que vous discutez avec toute cette partie-là de notre métier également. Alors non, Caroline, pas vraiment. On a un partenaire assureur qui est présent et on lui a demandé de mettre sur le marché des offres qui répondent à la spécificité du contexte actuel. Mais sinon, on ne travaille pas avec l'ensemble des assureurs. D'accord. Et juste sur ce point, il y a des assurances aujourd'hui qui proposent des couvertures Covid. Comme dans toutes les assurances, il faut bien les regarder. Mais c'est important, et quand on va parler de l'attente des clients après, qu'il y a un aspect réassurance, sécuritaire et autres qui va être important dans l'acte d'achat des clients à venir. Et sur ce point du Covid, vous savez que la loi nous impose un certain nombre de responsabilités, d'ailleurs beaucoup de responsabilités, mais aujourd'hui, quand un client est lui-même sujet au Covid, c'est-à-dire qu'il est malade et qu'il ne peut pas partir de son fait, c'est lui qui assumera, entre guillemets, si le voyage est réalisable, etc., la perte qu'il va subir de ça. Donc, dans l'acte de vente du voyage, il faut effectivement bien regarder ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Et on recommande fortement, effectivement, que vous proposiez des assurances de ce type à vos clients pour éviter les après-ventes très compliquées. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions importantes sur le chat. Il y a pas mal de questions qui sont intervenues, mais sur lesquelles on répond généralement sur le CDMV. Donc, on pourra répondre à ces questions-là. On va pas mobiliser tout votre temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez rajouter, Jean-Pierre, Valérie? Non, là, je réponds, j'ai sous les yeux une question sur l'intervention d'Emmanuel Liop, Isabelle Vrignot, que je salue d'ailleurs. Il est indiqué que ce recours avec Emmanuel Liop est uniquement dans le cadre des forfaits et non des vols secs. Non, on peut également obtenir le remboursement des vols secs comme des forfaits. Les compagnies n'ont pas le droit de garder l'argent et n'ont pas le droit de le transformer en avoir sans l'accord du voyageur. Donc, juridiquement, on aura gain de cause. Oui, Maître Yop est un peu soumise au conflit d'intérêts sur certaines compagnies, et c'est ça la réserve qu'il y a dans oui, il y en a trois. Mais on n'a pas, voilà, mais on n'a pas, voilà, il n'y a pas de. Et d'ailleurs, dans le cadre de la vente de vol sec, c'est encore plus facile de se défendre. Hein. On est mandataire simplement et. Je vois la question de la boutique des vacances reste toujours en suspens, une question à laquelle personne ne répond. Moi, j'aime pas les questions à laquelle personne ne répond, sauf si on n'a pas la réponse. Mais
quelles sont les conditions qui seront mises en place pour accorder les garanties 2021 avec les bilans catastrophiques de tous? Alors, de quelle garantie veut parler la boutique? J'imagine des garanties IATA, des APST, garanties en fait. des garanties Où elle SNCF. notait APST. je pense, oui. Alors, APST. les garanties IATA, réunion ce matin, on a fait supprimer un des critères qui est le ratio capitaux propres et endettement à long terme, qui aurait été défavorable pour 2021 avec les bilans 2020 mauvais que l'on va avoir. Garantie SNCF, on travaille avec la SNCF pour modifier également. Et garantie APST, la règle que je défendrai auprès de la PST, et je me battrai pour ça, c'est qu'on n'exige pas des contre-garanties aux entreprises qui ont eu des mauvais bilans en 2020. Et ceux qui ont des bons bilans en 2020, ça relève un petit peu du miracle. Et donc la PST, c'est quand même aussi votre organe collectif, ce n'est pas une police extérieure, c'est vous, c'est nous qui le faisons. On est à peu près d'accord, il y a à peu près 70% de la profession qui est à la PST aujourd'hui, hein, c'est ça? Absolument, oui. C'est le premier garant. Et les deux autres, Tradus et Groupama partagent le reste. D'accord. On va redonner la parole à Jean-Charles, qui a des choses à nous amener, je crois. Exactement. Hop. Tout d'abord, merci Caroline et merci Sonia d'avoir relayé toutes ces questions de la part de nos membres. Merci aussi également aux représentants des EDV, Jean-Pierre Masse, Valérie Bonned et Corinne, qui nous a beaucoup aidés sur ce projet et qui sont toujours à l'écoute et disponibles pour répondre à nos préoccupations. Surtout, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir donné de votre temps pour échanger avec nous, parce que ce groupe, c'est aussi votre groupe. Je vous demande encore quelques minutes d'attention pour clôturer ce Zoom. Depuis toutes ces années d'activité, nous ne pouvons qu'attester de la belle solidarité qui s'est créée entre nous tous, via notamment les réseaux sociaux et encore plus dans ces moments difficiles que nous traversons, et je trouve ça juste magnifique. La popularité inégalable des deux groupes Facebook, notamment celui du Helpdesk que je co-administre avec Myriam, qui est une plateforme d'entraide technique, et celui du CDMV qui s'engage à soutenir nos différents métiers pour tout ce qui ressort de l'administratif, de la bureaucratie dans le contexte actuel, n'est que la preuve de toute cette entraide en fait. Donc merci à tous et bravo à vous, car vous êtes tous les acteurs de cette richesse. Et nous sommes convaincus que parmi les 4100 membres, certains seraient peut-être intéressés pour s'investir plus. Et c'est pourquoi on a décidé de créer 5 commissions au sein du CDMV afin d'optimiser nos actions, et nous recherchons donc des membres prêts à les intégrer. Donc les commissions seront les suivantes, c'est la communication, la commission métier, économique, juridique et partenariat, donc en lien un peu avec ce que disait M. Masse. Donc, si vous souhaitez échanger sur ce sujet, nous allons ouvrir dans la foulée un autre Zoom, une seconde réunion, juste pour les personnes qui souhaitent intégrer ces commissions, et on va vous mettre le lien dans le chat. Sur la page du groupe, les membres du bureau sont tous à votre disposition. Je pense que maintenant, vous les avez un peu identifiés. Et si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, on vous attend. Il nous paraît également pour nous important de vous parler d'un autre beau projet de partenariat qui nous tient à cœur et qui pourrait marquer une belle action et un beau tournant à viser une reprise pour tous. Il s'agit d'une action commune que l'on souhaite mener avec l'Institut Pasteur de Lille. Vous n'êtes pas sans savoir que des liens étroits sont tissés entre l'Institut Pasteur et le monde du voyage, et ça remonte à bien des années. En effet, cet Institut Pasteur participe depuis longtemps aux recherches, notamment concernant les vaccins et pour lutter contre toutes les épidémies, que ce soit le chikungunya, Zika, et aujourd'hui, il joue un rôle prépondérant dans l'avancée des recherches et pour l'élaboration d'un traitement contre le Covid-19, virus qui a quand même mis à mal toute notre profession. Ce fameux traitement que tout le monde attend avec impatience, et d'ailleurs nous les premiers, doit permettre aux voyageurs de retrouver le chemin de la découverte et de pousser à nouveau la porte de nos agences de voyage, et je peux vous assurer que je pense qu'ils seront nombreux. Nous avons donc décidé de les soutenir et par ce biais soutenir notre profession et lui accorder la visibilité qu'elle mérite. Donc, on vous donnera plus de détails sur la page du CDMV et sur cette action. Merci d'avoir participé à cette réunion qui, nous l'espérons, est la première d'une longue série. Et nous remercions donc à nouveau
Jean-Pierre Mas, Valérie Bonnet et Corinne, de nous avoir accordé 7h30 dans un planning qui est quand même assez chargé. Et on espère également que les actions menées porteront leurs fruits dans un avenir proche. On reviendra vers vous au plus vite pour vous faire parvenir le lien du replay de cette visioconférence par email et bien sûr sur la page du CDMV. On vous remercie à nouveau pour votre mobilisation à tous et en vous disant à tout à l'heure sur la page du CDMV où donc on pourra développer un petit peu plus et les commissions et ce partenariat qu'on souhaite faire avec l'Institut Pasteur qu'on souhaite périn. Il y aura 3 phases, on vous expliquera et on a déjà un petit peu parlé avec Valérie et avec Monsieur Mas et je pense qu'on pourra en faire une action de plus grande ampleur. Mais voilà, on vous expliquera tout très très bientôt. Et puis merci de nous avoir suivis. Je vous laisse la parole. Monsieur Mas, Valérie. Merci Jean-Charles. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Nous ne lâcherons rien. Merci Bon beaucoup. après-midi. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci à vous, bon après-midi et bon rendez-vous avec les ministères. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous met le lien pour le Zoom des commissions pour ceux que ça intéresse. OK, À très bientôt, bonne journée à tous. à votre disposition. Au revoir. Merci, au Merci revoir. à vous, au revoir. Au revoir, merci. Donc, en effet, pour les personnes qui